Votre bulletin Info-Témis commence ici et maintenant. Amoureux de la culture autochtone, Benoît Villot a fait de nombreuses recherches sur l'histoire de la communauté de Long Point First Nation et les grands dérangements auxquels ils ont eu à faire face au fil des ans. OK, ben moi je vais vous parler un peu de Wenowee. Tout le monde connaît la communauté par son nom, Wenowee, mais il s'appelle Long Point. Alors, Long Point First Nation, c'est une communauté d'Algonquins, d'Anishinabés qui sont au Témiscamingue. Et comme beaucoup de communautés dans notre grande région, ils ont vécu sur leur territoire pendant un certain nombre d'années. Et il est arrivé des grands dérangements, qu'on peut appeler ça comme ça. Et ils ont été obligés de se déplacer sur leur territoire. Et si on peut voir sur les photos ici que... C'est des photos que j'ai trouvées aux Archives nationales d'Ottawa. J'ai donné les latitudes et les longitudes. Ils sont allés dans le passé. J'ai demandé les plus vieilles photos qu'ils ont prises sur le territoire parce qu'ils faisaient des inventaires forestiers à Ottawa. Ils voulaient savoir la richesse des ressources naturelles. Fait qu'ils ont envoyé des géologues, ils ont envoyé des ingénieurs forestiers et ils se sont rendus jusque dans les territoires d'ici. Mais je pense, si je me souviens bien, c'était en 1927, ils ont construit le barrage qu'on connaît, le barrage d'Anglier aujourd'hui. Ça fait que ce qu'on appelle la Longue Pointe ici, c'était un lieu estival des ancêtres de la communauté de Longue Pointe. Et ils sont restés là, je te dirais, une bonne partie du 19e siècle. Mais ça, je laisserai plutôt les experts là, débattre de ça. On sait qu'ils étaient déjà là, c'était leur site estival jusque dans les années 30. Et à cause du barrage, ils ont été inondés à cet endroit-là. Et après ça, ils ont déménagé ce qu'on appelle le site de Sandpoint. Sandpoint, ils ont resté là. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait beaucoup d'activités forestières, beaucoup de draves, alors l'écologie, tout a été... En tout cas, ils ne pouvaient plus vivre leur mode de vie. Alors, il y a un oblat, le père Baudet, qui leur a suggéré de partir de là parce que c'était devenu un lieu qui était plus habitable. Ils ne pouvaient plus faire leur mode de vie. Alors, ce père Baudet-là a décidé de leur offrir une partie de terre que tout le monde sait maintenant, qui s'appelle Wenowee. Alors, ils sont installés là, je te dirais à peu près vers les années 57, 58. Alors, ils sont arrivés, il y avait une école, une église, et tranquillement, ils ont installé la communauté là. Alors, comme beaucoup de communautés au travers le Québec, c'est les grands barrages, c'est la grande industrie forestière, les mines, tout ça. C'est arrivé plus en Abitibi, mais pour ce qui est du Témiscamingue, on sait que ça a été un grand dérangement. Fait qu'aujourd'hui, on les connaît sous le nom de Long Point First Nation. Ils ont dû déménager à Wenowee et il n'en restait pas beaucoup. J'ai lu à des endroits qu'ils sont descendus à peu près à 80 habitants. Et il y avait beaucoup de tuberculose, il y a eu beaucoup de maladies, beaucoup de choses. Là. Mais ça, comme je disais, ça, je vais laisser ça aux experts aider. Mais moi, c'est les recherches que j'ai faites. Pour vous parler un petit peu du projet de la Tulipe. La Tulipe, on a les sentiers de la Pointe-aux-Roches. C'est un endroit qui est connu de tout le monde, mais qui est maintenant aménagé pour le vélo de montagne. Et aussi, on peut y aller l'hiver, c'est vraiment un bel endroit. Mais au bout on a 2 observatoires, 2 belvédères au bout là, qui donnent directement sur une vue incroyable sur le lac des 15. Et on peut voir du belvédère ici, on peut voir la Vieille Pointe. Et on peut voir de l'autre belvédère ici, on peut voir le côté de Sandpoint. Ça donne une bonne idée. C'est plaisant d'être là physiquement, puis de voir la rivière, le lac, puis de s'imaginer un peu l'histoire. Et puis, en tout cas, j'invite tout le monde à venir en profiter. Le 2 novembre dernier, la commission scolaire du lac Témiscamingue tenait son gala reconnaissance. En plus de souligner les 25 ans de service de plusieurs employés, ce fut aussi l'occasion de mettre en lumière 4 projets éducatifs. Ouais, cette année, le gala avait lieu à Témiscamingue, c'est le 2 novembre.
À chaque année, le gala reconnaissance se déroule dans des endroits différents. Donc, on alterne le secteur de l'Est Témiscamingue une année, le secteur Nord, le secteur Centre. Mais c'est vraiment une occasion là, où on prend le temps de souligner les gens qui ont 25 ans d'expérience à la commission scolaire. On souligne aussi les gens qui nous ont quittés à la retraite. Et depuis une dizaine d'années, on a inclus aussi dans le déroulement de la soirée, on rend hommage à des projets dans nos écoles. On a plein de beaux projets qui se déroulent tant au secteur préscolaire, primaire, au secteur secondaire, secteur adulte, professionnel. Donc, on le fait depuis une dizaine d'années parce que l'idée nous est venue que quand on va à l'extérieur, souvent là, à Montréal, à Québec, à des galas, on voyait des projets bien intéressants qui étaient soulignés, mais on a quelque chose d'aussi bien, sinon mieux chez nous. Donc, pourquoi pas prendre le temps de rendre hommage à nos gens? On vient à l'école pour apprendre à lire, à écrire, à compter, etc. Mais il y a beaucoup de choses, si on parle de réussite éducative aussi. Qu'est-ce qui donne la motivation aux élèves? C'est souvent des projets. Et on avait aussi au niveau de l'éducation du type à Béarn-Fabre, il y avait un projet sur l'empathie, la bienveillance. On avait aussi au Triolet pour les écoles de Nédélec, Guérin, Rimini. Dans le contexte où ils se retrouvaient avec une fermeture pédagogique des écoles, ils ont eu l'idée de faire une œuvre pour rendre hommage à tout le passé de ces écoles-là, avec Mme Kruger. Fait que ça, c'est un autre beau projet là, qui était un côté plus artistique, et chacun des élèves était vraiment impliqué dans ce projet-là. On en avait un autre projet qui était au niveau de la formation professionnelle, qui appelle le projet Dual. C'est la formation en entreprise agricole et en partie à l'école, puis une partie en entreprise. On avait aussi un beau projet à l'école Gilbert-Héberge de Témiscamingue, qui était un projet podcast, de la radio sur Internet. Je ne m'en demande pas plus de détails sur la technologie que ça exige, c'est pas mon domaine, mais c'est vraiment un beau projet où les élèves font de l'animation, ont des émissions sur différentes thématiques. Ça touche l'histoire, ça touche toutes sortes d'événements qui sont passés localement comme à travers le monde, et c'est écouté à travers le monde aussi. En fait, ces initiatives-là, ça contribue à la réussite des élèves. Ça donne un sentiment d'appartenance aux écoles, à la commission scolaire. Puis, par ces projets-là, souvent, quand tu vas rencontrer un ancien élève, que ça fait 10 ans, 15 ans, qui a quitté l'école, quand tu lui parles de ses souvenirs à l'école, il va parler beaucoup de ce type de projet-là. Pendant tout le mois de novembre, le Bling Bar Beauté, propriété de Cynthia Desjardins-Duguay, a choisi de s'impliquer pour la cause du Movember. Notre journaliste s'est prêté au jeu de cette brillante initiative régionale. Bien, moi, ça fait depuis 2013 là, que je travaille en tant que barbière. J'ai commencé à Rouyn-Noranda, puis je trouvais que c'était une cause qui était vraiment importante puis qui nous touchait particulièrement les barbiers parce que, justement, on participe à ça, faire les trims de moustache, les trims de barbe. Et le fait aussi que les hommes, je trouvais qu'il y avait un peu moins, des fois, d'aide autant pour les niveaux des cancers. On parle beaucoup des cancers féminins, mais on parle pas des cancers masculins. Et j'ai su aussi par la suite que ça l'aidait pas seulement au niveau des cancers, mais aussi pour les maladies mentales et tout ça. Donc, les aides que les hommes peuvent avoir, je trouvais ça vraiment intéressant de pouvoir donner à cette cause-là qui est un peu plus négligée ou oubliée. Bien, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que, étant donné que habituellement je suis sur rendez-vous ces temps-ci, j'ai décidé d'ouvrir mon salon les jeudis de 6h à 8h pour que les gens puissent venir sans rendez-vous pour avoir une trim de moustache, une trim de barbe. Donc, la trim de moustache, c'est 3 $, la trim de barbe, c'est 7 $. Et ce montant-là va directement pour le Movember. Mais les gens, s'ils veulent venir se faire une coupe de cheveux, faire un don, même s'ils n'ont pas de barbe ou de moustache, ben il n'y a pas de problème. Leur don, il est accepté quand même. Puis même si c'est juste quelqu'un qui veut venir voir un peu puis faire un don, c'est accepté aussi. Donc, puis les gens, ils n'ont pas besoin non plus d'avoir commencé le Movember, là, tu sais, en se disant, OK, je me rase puis je starte mon Movember. Non, n'importe qui peut venir puis faire un don. C'est ça qui est vraiment apprécié. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, exactement, parce que je trouve ça important que ça soit égaux autant les hommes que les femmes. Peut-être qu'il y en a qui vont dire que ouais, je suis pas très féministe, mais non, en fait, je suis très pour égalité, mais dans les deux sens, surtout par rapport à ça. Je trouve que c'est difficile pour un homme d'aller chercher de l'aide déjà
en premier. Tu sais, des fois, on essaie d'envoyer notre homme à l'hôpital, puis il veut pas, tu sais, pour aller, s'il se blesse. Fait qu'imagine quand c'est une histoire de ressources ou de cancer, tu sais, c'est dur pour les hommes d'aller consulter. Fait que je pense que de les sensibiliser de plus en plus à faire leur examen à eux autres aussi, hein, ben je pense que c'est une belle initiative que les barbiers devraient prendre parce qu'on côtoie les hommes vraiment beaucoup. Fait que c'est ça. Les nonnes sont de retour pour un ultime tour de piste, alors qu'elles donneront 3 nouvelles prestations les 5, 6 et 7 décembre prochains au Théâtre du Rift. Quand on était au pub en 2018 pour le 30e de la lutte, Réal, on était tous là, les nonnes, et Réal s'est assis avec nous, puis il dit « Je veux vous parler ». Donc, il nous a offert de refaire les nonnes à l'automne 2019. Et je dirais que ça a été unanime. On n'a pas eu à se questionner longtemps. La contestation a été très, très courte. On était vraiment contents. Une belle surprise. Juste par les réactions, c'était clair qu'on avait le goût de reprendre. Je peux peut-être juste signaler que c'était le 25e. On s'en va vers le 30e. On s'en va vers le 30e du Théâtre de la lutte. Là. Mais dans le fond, on est un petit peu là de dos du spectacle. Hein. Ça est arrivé à quelques reprises qu'on a dit que c'était les dernières représentations. Là, on y arrive. Là. Je pense que ça, c'est comme on le signalait dans le communiqué, c'est le dernier tour de piste, puis je pense qu'après, on accroche les cornettes. Bien, le défi, je dirais que c'est, si j'ose dire, c'est de performer autant qu'on avait performé. On a quand même été rodé cette pièce-là, on l'avait pratiquée beaucoup, on connaissait nos personnages, nos répliques. Là, 6 ans plus tard, la reprendre, on veut performer autant, sinon plus, et peut-être même emmener un petit quelque chose de plus à nos personnages. Ça, c'est ça le défi qu'on se donne. Ça, c'est une grosse question parce qu'il y en a tellement de souvenirs, mais je dirais que ce qui revient à l'unanimité pour nous autres, pour nous toutes, c'est la Suisse. On s'entend que la Suisse a été un moment extraordinaire pour nous autres, l'expérience, l'endroit qui était magnifique, mais cette expérience de théâtre-là qu'on a eu la chance de jouer, ça a été superbe. On était en plus dans des dortoirs. Pour des nonnes, c'était quand même assez cocasse. Les levées de fonds qu'on a faites avant ça, puis nos pratiques, et tous les shows associés, comme la petite séduction où on a été invités. Il y a eu plein de choses qui nous ont amené vraiment beaucoup d'expérience, puis beaucoup de plaisir, vraiment. Ben moi, c'est Sœur Pauline, alias Sœur Popole. En fait, c'est une nonne qui veut toujours prendre la place, qui apparaît quand il ne faut pas. En fait, j'exaspère vraiment énormément. Mère supérieure. Vraiment beaucoup. Mais moi, j'ai du plaisir à la jouer. Elle est folle, un petit peu comme moi dans la vraie vie, mais un peu plus. J'ose dire. Moi, je pense que les 6 ans, on leur part. Autant Anne, qui est au piano, qui fait un travail extraordinaire, autant toutes les autres ont leur part. Autant, la mère supérieure est vraiment mère supérieure, là, et Sœur Oubliette, elle oublie beaucoup d'éléments. Et ensuite, la nouvelle donc, qui arrive dans la congrégation, qui est jouée par Manon, qui a aussi une belle présence. Sophie, qui est tout à fait particulière aussi dans son personnage. Donc, je pense que chacune a sa particularité et tire son épingle de jeu à ce niveau-là. Ça, je dois le dire, c'est ma cousine Marie-Luce Bergeron qui chante, on le sait depuis longtemps, depuis belle lurette. Non, mais sérieusement, elle voulait faire une comédie musicale 10 ans avant qu'on commence. Et à un moment donné, elle s'est dit, je vais la créer, moi, la comédie musicale. Puis elle a pensé à nous, les cousines, en partant. Les cousines qui étaient Marie-Luce Bergeron, Joanne Bergeron, Sophie Lance et moi. Donc, on a commencé avec ça, regarder des DVD, s'approprier les rôles et tout ça. Puis après ça, on a demandé à Réal s'il voulait nous prendre en charge, hein, parce qu'un metteur en scène, c'est nécessaire. Il a accepté à notre grand bonheur. Ensuite, c'est greffé mon ami Madon Bergeron. Et on a eu la chance d'avoir Anne Jaudoin qui a accepté de faire du piano parce que on s'entend que c'est des grosses pièces de piano à jouer, puis c'est pas n'importe qui peut jouer ça. Donc, on est très chanceux. Dans le fond, c'est la complexité du côté de la comédie musicale, parce que là, on touche à 3 domaines des arts. On touche, bien sûr, au chant, on
touche à la chorégraphie, les danses, et on touche au jeu. Alors, il faut être capable d'être bonne pour les nonnes, donc d'être bonne dans les 3 domaines, ce qui n'est pas toujours évident. Moi, pour avoir vu un certain nombre de comédies musicales, particulièrement dans le théâtre amateur, souvent, les personnes peuvent avoir du talent dans un des domaines ou dans 2 des domaines, mais moins dans l'autre. Et ça, des fois, ça donne un déséquilibre au niveau du jeu. Nous, je pense qu'on a été vraiment très, très chanceux parce que les filles ont une belle formation du côté musical. Hein. Certaines ont fait l'ensemble vocal. On a du côté du piano une professionnelle donc, qui accompagne les pièces. Alors ça, c'est un atout. Les filles ont beaucoup de rythme et en même temps, bien, comme le disait Maud tout à l'heure, bien, un certain nombre ont de l'expérience du jeu. Alors, je pense que les 3 domaines là, sont bien structurés et ça donne de bons résultats dans ce cadre-là. Bien sûr, on invite les gens qui n'ont pas vu la production, parce qu'il y en a un certain nombre. On rencontre encore des gens qui disent « Ah, il faut que j'y aille. » Oui, c'est le temps. Oui. Et bien sûr, on invite les gens à venir la revoir si vous l'avez déjà vue. Ça fait déjà un certain temps qu'on n'a pas joué au Témiscamingue, donc ça va peut-être vous rappeler des beaux souvenirs. Alors, on vous invite bien sûr les 5, 6 et 7 décembre et on va être très, très heureux de vous accueillir. Le 20 novembre dernier, sous la formule déjeuner, le Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue dévoilait le fruit d'une année de travail, soit un portrait en matière d'attraction et d'établissement durable des personnes immigrantes au Témiscamingue. Bien, ce matin, dans le fond, on présentait le fruit d'une année de travail. Dans le fond, un travail de l'année dernière qui était une étude de besoins en regard de l'immigration puis de l'établissement durable, en fait, dans le territoire. Ça nous a permis, ce travail-là, de faire un petit peu un pas de recul, comme je le disais ce matin, en lien avec l'accompagnement qu'on peut faire au niveau des personnes immigrantes. Parce que le Carrefour Jeunesse Emploi, il faut le dire, est porteur d'entente avec le ministère de l'Immigration depuis une bonne dizaine d'années. Donc, on offre un service d'accompagnement, un aide à l'installation, des activités d'accueil, d'intégration, de réseautage. Mais il y a aussi d'autres organisations qui offrent des services qui vont être complémentaires, dans le fond, à tout ça. Mais quand on est dans le feu de l'action, on n'a pas nécessairement ce pas de recul-là. Donc, le fait de réaliser cette étude de besoins-là nous a permis de prendre le temps d'aller lire, de se documenter, d'aller faire un tour d'horizon des différentes initiatives, mais aussi de prendre le temps d'entendre ce que les personnes immigrantes vivaient, ce que les gens de la société d'accueil vivaient en regard de l'intégration des personnes immigrantes, puis les employeurs, puis les partenaires. Fait que tout ça mis ensemble, ça nous a permis de mettre en lumière des besoins, mais aussi les choses qu'on fait de bien, parce qu'il y a beaucoup de choses là, quand même qu'on fait de bien, il y a des choses là, pour lesquelles on est même très, très bon. Mais c'est ça, dans le fond, on a mis en lumière là, une certaine liste de besoins sur lesquels on pense que ça peut être important de se pencher, en fait, dans les prochaines années. En fait, on avait un canevas qui était proposé par le ministère de l'Immigration parce que c'est 36 organismes qui avaient été mandatés dans le Québec pour réaliser la même recherche. En Abitibi-Témiscamingue, les 5 territoires de MRC ont été couverts par l'étude de besoins. Le Carrefour Jeunesse Emploi a été mandaté pour le faire au Témiscamingue. Et c'est ça, dans le fond, ça nous a permis, au final, en fait, de faire une analyse entre la recherche documentaire, qui a été un défi en passant parce qu'on n'avait pas de données précises sur le Témiscamingue comme tel et quand même peu sur la région. Puis ce que les gens vivaient au quotidien puis ont pu nous dire. Une chose qui nous a aidés, c'est toute la démarche de planification stratégique et la démarche en lien avec l'image de marque du Témiscamingue qui mettait déjà en lumière plusieurs initiatives, mais qui permettaient la proximité avec plusieurs partenaires. Puis là, on était au cœur, là, en fait, des différentes initiatives. Fait que ça nous a beaucoup aidés. En ayant les éléments en main, nous, le bout qui nous reste à faire, c'est d'en faire la promotion. Fait que c'est sûr que si les gens savaient pas que c'était un besoin, que c'était quelque chose qui manquait par rapport au transport, par exemple, par rapport à une maison d'accueil, par rapport à un pacte pour l'établissement ou pour l'accueil, bien, on n'était pas en mesure de réaliser ces initiatives-là. Mais maintenant qu'on sait que c'est un besoin, nous, le rôle du Carrefour, ça va être d'en faire la promotion. Puis c'est pas nécessairement juste au Carrefour à porter ces initiatives-là, mais nous, on va en porter un bout parce que
on a décidé de déposer pour un projet, dans le fond, de 3 ans au ministère de l'Immigration, un autre projet qui nous a permis l'embauche d'une agente de projet multiculturel pour justement réaliser un concept de formation, dans le fond, une certification accueillant qui va permettre de former des organisations, mais aussi de donner comme un petit peu, établir certains critères à respecter pour un bon accueil. Puis en même temps, de faire la promotion d'activités interculturelles qui fait la promotion des différentes cultures des gens établis ici. Fait qu'il y a une espèce de maillage, promouvoir une connaissance, un rapprochement, mais pas juste les activités de la culture québécoise, mais faire connaître justement les différentes cultures là, des gens qui vivent ici, qui ont choisi notre région. Mon mandat a découlé d'une étude qui a été réalisée l'année dernière en partenariat avec le MIFI, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Les résultats de cette étude a révélé que les organismes du milieu ont vraiment besoin d'être accompagnés pour mieux accueillir les personnes immigrantes en termes de formation, d'outils. Donc moi, actuellement, je dois essayer de faire la documentation nécessaire pour pouvoir élaborer ces formations et les dispenser aux organismes de milieu. Et ces formations et ces outils doivent être dupliqués après cette phase au niveau des entreprises en collaboration avec Service Québec. Je dois aussi essayer de mettre en place la certification accueillante au Témiscamingue, c'est-à-dire des critères d'admissibilité pour pouvoir permettre à des entreprises d'être certifiées accueillantes, c'est-à-dire remplir des conditions, mais des conditions très objectives pour leur dire, OK, nous sommes adaptés, nous avons des techniques, des bonnes méthodes pour pouvoir accueillir les personnes immigrantes. Je dois aussi organiser des activités interculturelles. C'est vrai qu'au Carrefour Jeunesse Emploi, le service d'accueil organise déjà des scènes d'accès, de réseautage, de discussion. Mais moi, c'est plus sur la culture des personnes immigrantes. Par exemple, un souper africain ou bien pour la fête nationale d'un pays, on peut faire des danses traditionnelles, des déjeuners culturels et tout. Je suis originaire du Bénin où j'ai passé mes 20 premières années là-bas. Après cela, j'ai immigré en France à partir de 2012 où j'ai passé les 6 dernières années en faisant les études en maîtrise droit et développement de l'économie sociale et solidaire, où j'ai découvert la finance solidaire et ça m'a permis aussi de continuer par une thèse de doctorat sur l'accompagnement technique des institutions de microfinance. Mais après cela, j'ai immigré totalement au Canada en janvier 2019 pour rejoindre mon conjoint qui était ici depuis 5 ans. Et une semaine après, il a eu son entrevue au Témiscamingue, donc on s'est installé au Témiscamingue. La séquence victorieuse des Pirates de Ville-Marie se poursuit. Eux qui ont vaincu, non sans peine, les Rattlers de Bradford pour porter leur série de victoires consécutives à 9. Ce reportage vous est présenté par Desjardins, fier de contribuer à la fougue du hockey au Témiscamingue. La séquence victorieuse des Pirates se poursuit. Eux qui ont vaincu non sans peine les Rattlers de Bradford pour porter leur série de victoires consécutives à 9. Les premières chances de marquer reviennent au trio formé de Fink, Peters et Potvin. Ce sont toutefois les Rattlers qui marquent le premier but du match. Le gardien de but Jean-Mathieu Ouellette y va de tout un arrêt de la mitaine, mais un joueur des Rattlers s'empare du retour pour faire 1-0 Bradford. Signalons la performance éclatante de Ouellette devant son filet, sans qui le pointage aurait été bien différent, dont un arrêt à 6:40 où la foule se manifeste pour souligner le superbe arrêt du gardien témiscamien. Avant la fin de la période, c'est au tour de la brigade défensive des Pirates de faire sentir sa présence, alors que sur la même séquence, Samuel Nadeau et Marc-Olivier Caron réalisent tour à tour de beaux jeux défensifs pour garder les Pirates dans le match. 1-0 Rattlers après 20 minutes. Le jeu s'anime en deuxième et la robustesse est à l'honneur par moment. Dans la 12e minute de jeu, un bon lancer au filet pour le défenseur Samuel Nadeau après une montée d'Alex Jean. Ce sera suivi de 2 belles chances pour Arnaud Chauny. Le gardien des Pirates fait tout en son pouvoir pour garder le match à la portée de son équipe. C'est Samuel Nadeau qui crée l'égalité dans la rencontre
sur des passes de Terrien et Marcoux. Un but qui semble fouetter les Pirates, qui démontre beaucoup plus de conviction dès la reprise du jeu. Ben, pour vrai, je me suis surpris d'un retour de... Tu sais, j'ai été suspendu 5 matchs, je suis revenu hier au jeu, puis je me suis surpris de mon retour au jeu, je suis bien satisfait. Écoute, le but égalisateur, un but c'est un but, mais regarde, moi je m'arrête pas à ça. Je m'arrête pas à faire des points, je m'arrête à faire la job que j'ai à faire. Jérôme Marcoux se fait menaçant dans la dernière minute de jeu. C'est l'égalité 1-1 après 40 minutes. En début de troisième, Marcoux reprend là où il a laissé. Il passe bien près de donner les devants à Ville-Marie dans la première minute de jeu. Moment inquiétant pour les partisans des Pirates, alors qu'Alex Peters reçoit la rondelle en plein visage. Il quitte immédiatement pour le vestiaire, mais reviendra au jeu quelques instants plus tard. Maxime Potvin donne les devants aux Pirates pour la première fois du match sur une passe de Cédric Terrien, alors que les hommes d'Alain Mercier évoluent en avantage numérique. Les Pirates manquent d'opportunisme sur une belle séquence offensive. Quant à lui, Arnaud Chauny connaît une très bonne troisième période avec une solide mise en échec et un bon lancer au but à sa sortie du banc des pénalités. Avec moins de 5 minutes à faire en troisième, les Pirates évoluent à 3 contre 5. Les Rattlers profitent de cette occasion pour niveler le pointage. C'est l'égalité 2-2 après 60 minutes. Le match se décidera donc en prolongation. La tension est à son comble dans l'aréna. Ouellette sauve une fois de plus les siens avant de voir Alex Peters jouer les héros en marquant pour donner la victoire aux siens. Ses coéquipiers viennent le rejoindre sur la glace pour célébrer ce triomphe qui porte la série de victoires à 9. C'est sûr, c'est les games les plus fun à jouer. C'est des games avec beaucoup d'intensité, c'est des games de play-off. Puis surtout quand les Rattlers, on les connaît un peu à cause du passé depuis 2 ans. Puis les games de même, c'est plus le fun à jouer, ouais. Ah, c'est le fun de marquer, surtout en prolongation. Je prends pas le crédit de rien non plus. Les gars, ils ont joué, c'est du 4 contre 4. Les 3 autres ont fait une maudite bonne job. J'ai pris une opportunité, quasiment à la seule de la prolongation, puis j'ai marqué. Ça a bien été, ouais. Si je mettais pas de GM dans le net, je pense pas qu'on avait une chance de gagner. Il aurait été une maudite bonne game, puis il y a eu un gros crédit là-dessus. Il y a quasiment le crédit à lui tout seul, en fait. Ben écoute, c'est sûr que la pression est élevée dans ce genre de match-là, puis ça joue pas sur grand-chose, fait que là, ça devient vraiment un jeu d'erreur, mais écoute, on aime ça. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour les joueurs puis, d'avoir une game un peu plus serrée comme ça que d'avoir un gros score, fait que faut vraiment sortir le meilleur de nous-mêmes pour aller chercher la victoire. Ah, ben c'est sûr que c'est un aller sans retour, hein. Rendu là, c'est tout ou rien, fait que c'est sûr que c'est beaucoup de pression, puis on est stressé pendant le temps de jeu, mais heureusement à ça, ben, on a réussi à compter le but gagnant, fait que je suis super content. Bien, justement, c'est des genres de matchs là, on peut faire du coaching. T'sais, quand tu gagnes 9-2, tu es à 14-0, il n'y a pas grand-chose à faire, mais là, c'est plus trio contre trio, tout ça. Mais c'est beaucoup. Pour les partisans, c'est beaucoup mieux, mais pour nous autres, pour le coacher, on a du challenge. C'est le fun, là. Je te dirais que Ouellette, depuis certains matchs, il a steppé up, comme on pourra dire. Puis oui, ce soir, il nous a sauvés à plusieurs reprises. C'est tous les arrêts qu'il a faits, ça nous a tenus dans le match. C'est ça, à chaque fois qu'il faisait une bonne arrêt, les gars, ils steppaient up sur le banc, tout ça, ça nous a tenus parce qu'on a eu quand même des petits creux, là, surtout en première période. Il était là, mais regarde, il fait partie de l'équipe et il nous en a sauvés dans le soir. Vois-tu, après, comme on dit toujours, après notre meeting, notre belle rencontre qu'on a eue, bien, les gars ont steppé up. Ils font toujours le travail puis ils croient. Maintenant, là, ils croient à leur façon de jouer et tout ça. Puis on a une très belle chimie dans la chambre-là. Puis je lève mon chapeau, ils ont tiré une colline de belle game ce soir. Desjardins est fier de vous avoir présenté ce reportage des Pirates de Ville-Marie. Desjardins, là pour contribuer au mieux-être des individus et des collectivités.